Dans son continuel voyage vers le futur, le temps prend parfois la peine de s'arrêter un peu. Il retourne alors la tête vers l'arrière, jette un bref regard sur le chemin parcouru, encourageant ainsi les gens à sortir de la poussière des tablettes, les vieux albums de photos ou les vieilles roulettes de films. Alors pendant un bref moment, on peut penser que le temps s'est arrêté, l'espace d'un centenaire. C'est l'heure de ressortir les images, témoins un peu défraîchis d'événements heureux ou malheureux de notre petite histoire. Replongeons nos yeux et nos pensées dans les souvenirs attendris d'autrefois. Laissons-nous émouvoir pendant quelques instants par ces moments tendres surgis soudain comme par enchantement de notre passé. Laissez-vous bercer sur la rivière paisible des souvenirs. Revivez ces quelques moments de notre histoire. Profitons de cet arrêt du temps avant qu'il ne reprenne sa course essoufflante vers sa prochaine halte. De tous les plans d'eau d'envergure au Québec, la rivière Saint-Maurice est de loin la plus fougueuse. En période glaciaire, d'énormes blocs de glace ont égratigné le terrain rocheux de ce coin de la Mauricie. Lors du réchauffement, les flots se sont précipités avec fracas au bas des nombreuses cascades et chutes qui parsemaient le parcours. Creusant son lit dans le roc du bouclier laurentien, la rivière se faufile toujours à travers la forêt dense et quasi impénétrable qui caractérise notre coin de pays. Jadis, vers le milieu du 17e siècle, les Algonquins, harcelés par les Iroquois, se séparèrent en plusieurs tribus et se réfugièrent surtout dans le nord du Québec. L'une de ces tribus, les Atikamekw, prit racine dans le Haut-Saint-Maurice. Vers 1635, ces Indiens furent parmi les premiers à emprunter l'indomptable rivière. Dès la fin de l'hiver, ils descendaient la Saint-Maurice pour se rendre faire la traite des fourrures à Trois-Rivières. Aux alentours de 1830, le lieu appelé la Grand-Mère n'était en réalité qu'un endroit d'arrêt. En fait, la tradition orale du temps identifiait ce portage ainsi à cause de sa proximité avec un curieux rocher présentant le profil d'une vieille femme trônant dans les eaux brunâtres de la rivière Saint-Maurice. Vers 1850, une nuée de bûcherons répartis dans l'immensité du territoire immédiat s'emploie à faire reculer la forêt mauricienne. L'air se remplit alors du bruit sourd des haches qui s'attaquent au tronc démesuré. Le chant plaintif des godandards traverse les chairs ligneuses des géants de la forêt. Celles-ci, habituées jusqu'ici aux mélodies éternelles des oiseaux, ressent dans les sons étranges de ce concert nouveau genre l'arrivée d'une ère nouvelle pour les décennies à venir. Les pins blancs sans défaut coupés près de la chute de la Grand-Mère sont destinés à la scierie de Georges-Baptiste Augret. La forêt ne s'est pas trompée. En effet, c'est le début pour les hommes de la région d'une longue vocation tournée vers les métiers forestiers. Dès 1854, du côté ouest de la rivière, une route de terre, le chemin des Piles, relie tant bien que mal Trois-Rivières, Les Grès, Saint-Boniface, Sainte-Flore et Les Piles. Par souci d'économie, l'attraction animale utilisée est souvent l'attelage bovin. Les bœufs sont plus économiques à nourrir que les chevaux. À cette époque, les deux villages de Saint-Jean et Saint-Jacques ne font qu'un. Pour l'instant, la vocation de grand-mère se limite toujours à un simple rocher bravant les flots au pied d'une chute et qui sert de point de repère aux voyageurs. C'est aussi un immense chantier où s'effectue une coupe de bois intense. En amont du rocher, les premières billes de bois flottant à la surface de ces eaux apparaîtront bientôt. Vers 1856, des gens s'installent en squatteurs, c'est-à-dire sans titre de propriété, sur des terres encore vierges de la région. Ainsi, Théophile Ricabé érige une scierie sur la petite rivière Shawinigan, à proximité du chemin des Piles. Plus tard, ce site devient le Moulin Beaupré. Continuant sur cette route des Piles, John Welsh, un Irlandais, s'installe aux alentours de la 15e rue actuelle.
D'ailleurs, la petite rivière qui passe sur ces terres avant d'aller se jeter dans la rivière Saint-Maurice continue à perpétuer le nom et l'esprit aventurier de cet ancêtre. Le chemin des Piles se termine du côté ouest du Saint-Maurice, au petit village appelé aujourd'hui Saint-Jean. Du côté est, Saint-Jacques-des-Piles se veut la plaque tournante de l'activité forestière en Mauricie. Un traversier relie les deux rives. D'ailleurs, c'est sous ce vocable de village des deux rives que l'endroit est alors connu. En plus du chemin des Piles qui relie sa rive ouest à Trois-Rivières, le village verra, en 1880, la compagnie Québec and Montreal Occidental Railroad amener à sa rive est un embranchement de la ligne ferroviaire Québec-Montréal à la hauteur de Trois-Rivières. Cette nouvelle route de métal, après avoir traversé les paroisses de Saint-Maurice et de Saint-Narcisse, s'amène non loin du rocher de la Grand-Mère à l'endroit connu sous le nom de Lac à la Tortue. Elle s'arrête finalement aux Piles pour y déverser son lot de marchandises ou de travailleurs des forêts du Nord. Les locomotives dont les chaudières sont chauffées au bois ne sont malheureusement pas les plus performantes. On voit souvent la neige arrêter leur course durant les rudes hivers. On fait alors appel aux bras vigoureux des paysans pour les dégager de l'emprise de la tempête. En 1857, un maître des estacades s'est installé en permanence sur les lieux entourant le faciès rocheux de la Grand-Mère. Il a pour tâche de contrôler le flottage des billes de bois. Les marchands de cette denrée ont fait reculer la forêt presque à sa limite. Les bois francs sont destinés au marché du bois de chauffage, tandis que le pin blanc sert en construction. Pendant ce temps, la paroisse de Sainte-Flore va s'ériger canoniquement en octobre 1862 et civilement en janvier de l'année suivante. Déjà, une chapelle en bois construite lors d'une corvée se dresse sur la 50e avenue, à l'endroit où se trouve aujourd'hui un calvaire. L'église sera érigée sur son site actuel en 1897. En 1882, le site de la Grand-Mère verra sa future vocation prendre forme. La première compagnie à produire de la pâte de papier en sol canadien, la Canada Pulp Company Limited, s'installe timidement sur le sol riverain de la future ville. 60 à 80 hommes de Sainte-Flore et du Lac travaillent à la construction du bâtiment. John Foreman et ses associés rêvent d'une compagnie rentable. Les terrains sont propices à une telle réalisation. Les résineux, tels l'épinette et la cruche, ont été épargnés des coupes. Ils n'avaient aucune valeur commerciale à l'époque. Mais dans les années futures, ils seront utilisés avec succès dans la fabrication de la pâte mécanique. Et puis, près de l'usine en construction, un bac entretient un lien de passage entre les deux rives du rocher de la Grand-Mère depuis 1880. Cela facilite ainsi l'accès au chemin de fer du lac à la Tortue. En 1883, c'est la faillite de l'entreprise de fabrication de pâtes de papier. La construction inachevée se vide de ses travailleurs et seul un gardien restera pour surveiller l'endroit. John Foreman, entretenant toujours la vision d'une industrie prometteuse dans le domaine de la pâte à papier, rachète la faillite pour 1 000 $ et avec 4 autres associés relance l'affaire sous le nom de Laurentide Pulp Company Limited le 1er juin 1887. L'un de ses partenaires, Curtis, avait conçu une machine révolutionnaire qui permettait de produire une laisse de 112 pouces à une vitesse de 250 pieds à la minute. Près de 300 hommes travailleront sur le site. En 1890, l'entreprise passe rapidement à une production de 45 puis 60 tonnes de pâte mécanique quotidiennement. Le retour des travailleurs du papier ramène la vie aux alentours du site de la Grand-Mère. Dans le but de se rapprocher du travail, les ouvriers érigent, çà et là, des baraques de bois. Celles-ci se dressent dans le plus grand désordre. Le territoire autour du moulin est parsemé d'innombrables cordes de bois. Les abris de fortune hébergent les travailleurs du moulin. Ceux qui ne se construisent pas prennent pension. Ils s'entassent souvent à beaucoup dans les modestes maisons des gens de la place. Certains se contenteront même de dormir à la Belle Étoile. Le village poursuit son expansion sur le plateau en haut de l'usine. Les bicoques en bois rond s'y répandent comme autant de champignons et là encore de façon échevelée.
L'année 1888 voit la première traverse relier les deux rives près de l'usine. Elle sera construite par Léandre Houle sur la terre qu'il vient d'acquérir. Il deviendra le premier colon à s'établir sur le territoire. En 1890, le moulin à papier possède une vingtaine de défibreurs. Sa production quotidienne de pâte mécanique est passée de 25 tonnes en 1888 à 60 tonnes. La pâte est transportée jusqu'au train au lac à la Tortue. L'été, le bac traverse les charretiers et leur chargement. L'hiver, le voyage se fait sur la glace. Plus tard, un système de téléphérique, les balances selon le langage populaire du temps, assurera le passage du produit de l'usine à l'autre rive. De là, des charrettes se chargent du reste du transport jusqu'au chemin de fer du lac à la Tortue. En 1891, un embranchement du chemin de fer viendra relier le lac à la rive en face du moulin. On assiste à la fin de l'ère du charroyage qui s'avérait trop dispendieux. Certes, la compagnie éprouve toujours des difficultés financières dans un marché qui se comporte en dents de scie, mais malgré tout, en 1894, 75 employés travaillent toujours à la papetière sur une base permanente. Cette même année, cependant, John Foreman démissionne pour s'intéresser davantage à un projet hydroélectrique du côté des chutes de Shawinigan. Le général Russell A. Alger, un riche marchand de bois, héros de la guerre civile américaine, s'intéresse à l'entreprise. En 1896, il devient actionnaire majoritaire de la compagnie. Il va chercher des capitaux supplémentaires chez des amis comme William Van Horn, président du Canadien Pacifique. D'autres riches administrateurs de cette entreprise ferroviaire emboîtèrent le pas, si bien qu'en 1899, la société a un capital de 1 600 000 $ et ce n'est que le début. En 1894, on compte une cinquantaine de familles, soit 433 personnes, installées sur le territoire de la future ville. En 1895, le chemin de fer s'allonge. L'embranchement qui s'arrêtait devant l'usine sur la rive est va se prolonger du côté ouest de la rivière. Un pont est construit qui enjambera la rivière. La voie ferrée s'étire vers l'ouest en plusieurs étapes subséquentes. En 1898, le raccordement se fait avec Ottawa. En 1903, Grand-Mère est directement reliée à Montréal par un autre embranchement du chemin de fer. Fait à noter, une route relie Sainte-Flore au site du Moulin de la Grand-Mère en 1896. On l'appelle le chemin du Rang-Sainte-Catherine ou le chemin du gouvernement. Le groupe du général Alger fait prendre à la compagnie un virage qui allait s'avérer des plus bénéfiques. Au début de 1897, de 400 à 500 hommes s'affairent à la construction d'un barrage qui allait faire monter le niveau de la rivière de 52 à 85 pieds. Cette opération facilite le deuxième projet de la compagnie. Désormais, on va transformer la pâte et produire du papier journal, du manille et du carton. Dès lors, l'usine doit être agrandie. Des centaines d'hommes affluent sur le site du moulin pour s'engager.